Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 5 conseils pour aider votre enfant qui est un mangeur difficile. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le docteur Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que nous allons parler, c'est des enfants qui sont des mangeurs difficiles, ces enfants qui refusent de manger ou qui sont extrêmement sélectifs dans ce qu'ils veulent manger, parce que c'est quelque chose qui touche un grand nombre de familles. Alors le spectre des difficultés peut être assez large, avec certains enfants qui sont un peu difficiles et puis d'autres qui refusent de manger certains éléments, mais ça touche quasiment à un moment ou à un autre, quasiment 20 à 30% des familles qui ont des enfants qui ont cette problématique, potentiellement, de guillemets, d'être un mangeur difficile. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous proposer 5 conseils sur la base de ce que dit la recherche dans ce type de problème et de ma propre expérience, ayant travaillé avec plus de 1000 familles qui ont des enfants qui ont des problèmes de développement neurologique. Et dans cette catégorie de ces problèmes de développement neurologique, on trouve très souvent ces enfants qui sont des mangeurs difficiles, ou ce qu'on appelle en anglais picky eaters. Okay? Donc, le premier conseil que je vais vous donner, ça a à voir avec la notion de signaux de faim. Et donc, c'est très important de respecter les signaux de faim de l'enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant naît, il a un poids qui varie, mais mettons aux alentours de 3 kg, et en fin de deuxième année, il va se situer aux environs de 12 kg. Et donc, la prise de poids va se faire très rapidement pendant la première année. On a quasiment 2/3 de la prise de poids des 2 premières années qui se fait dans la première année, et après ça se stabilise. Donc, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que l'appétit des enfants, entre 2 et 5 ans, il va diminuer. C'est quelque chose de très naturel, de normal dans le développement. Donc, souvenez-vous qu'entre 2 et 5 ans, l'appétit des enfants va diminuer. Et donc, ils vont avoir un appétit qui est beaucoup plus erratique. Okay? Ça, c'est très important. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants à cet âge-là, entre 2 et 5 ans notamment, ils vont vouloir développer une certaine autonomie. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir essayer de manger seuls par eux-mêmes. Et si, en tant que parent, vous imposez trop de contraintes sur ce besoin d'autonomie, eh bien, ils vont potentiellement entrer dans une forme de vouloir repousser les choses, de ne pas suivre vos instructions parce qu'ils sont dans cette espèce d'opposition naturelle pour développer leur autonomie. Donc ça, c'est très important de savoir que dans le développement neurologique de l'enfant, l'appétit diminue entre 2 et 5 ans avec un appétit erratique et ce besoin d'autonomie qui peut amener parfois à des comportements qui semblent un peu oppositionnels. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, par rapport aux signaux de faim, il faut bien évidemment que quand vous arriviez à table, que l'enfant, il ait faim. Okay? Et pour ça, il y a un certain nombre de règles à respecter. La première, c'est que nous, on a des parents qui viennent, les enfants ne veulent pas manger quand ils sont à table, et quand on fait une anamnèse, on se rend compte que finalement, ils sont toujours en train de leur donner quelque chose. Il y a peut-être une collation qu'on pourrait considérer normale, mais ils sont toujours en train d'y donner un truc, un petit biscuit ici, des bonbons par là, un petit bout de fromage ici, peu importe, mais l'enfant, il est toujours en train de finalement manger, snacker, ce qu'on appelle en anglais grazing, toujours en train de manger au travers de la journée, et puis après, quand il arrive à table, on s'étonne qu'il ne veut pas manger parce qu'il a plus faim. Donc ça, c'est très important de maintenir ces horaires réguliers et de s'assurer que finalement, on n'est pas en train toujours de nourrir l'enfant d'une manière ou d'une autre, au point où il n'a plus faim quand il arrive à table. L'autre aspect qui est très important, c'est que l'appétit va aussi être stimulé par le jeu et l'activité physique. Donc, si un enfant ne joue pas assez, n'a pas assez d'activité physique, ne se dépense pas suffisamment, eh bien, sa faim ne va pas être suffisamment stimulée et ça peut l'amener aussi après, quand vous arrivez aux heures de repas, à vouloir refuser un aliment. Et puis, le dernier élément qui est de plus en plus important
dans notre société, c'est la notion que l'appétit va aussi être diminué si l'enfant est fatigué et si l'enfant il est surstimulé. Et très souvent, ce qu'on voit, c'est que voilà, les parents, quand ils préparent leur repas, pour avoir cette espèce de babysitter externe, on donne un iPad à l'enfant, il est sur des jeux, il est tellement pris par ces trucs-là que quand c'est l'heure de manger, il arrive tout excité, il n'est pas content parce qu'on lui a fait arrêter le jeu alors qu'il était complètement dedans, addict à ces jeux et à ces vidéos. On sait que c'est très addictif pour les enfants, donc ça prend en fait toutes leurs ressources et quand ils sont à table, ils entrent dans l'opposition, ils ne veulent pas manger parce qu'ils préféraient continuer sur leur jeu. Donc très important aussi de créer une structure. Une fois qu'on est à table, on ne passe pas directement de l'écran de jeu à table, on laisse une période pour que l'enfant puisse aussi se calmer et on va manger sans distraction. Très très important. Okay? Donc ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est un concept qui a été développé par une chercheuse américaine qu'on appelle la division des responsabilités. Donc le deuxième conseil, c'est de respecter la division des responsabilités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les parents ont certaines responsabilités vis-à-vis de l'enfant par rapport à l'alimentation et l'enfant a un certain nombre de responsabilités. Et les responsabilités des parents, c'est de nourrir l'enfant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire nourrir l'enfant? La responsabilité des parents, c'est de choisir quel type d'aliments on va donner à l'enfant. Et donc, c'est très important de donner les aliments les plus sains possibles. Okay? Ça, c'est la première responsabilité des parents. La deuxième responsabilité des parents, c'est de déterminer quand on donne les aliments. Donc, de maintenir une structure au travers de la journée. Comme je l'ai dit avant, de ne pas toujours à ce que les enfants aient accès à de la nourriture au travers de toute la journée, mais que ça soit limité à ces moments de repas. Et puis, bien évidemment, les parents sont responsables de comment on va donner ces aliments, c'est-à-dire que lorsque vous êtes à table, est-ce que vous le faites dans un environnement et une ambiance qui est agréable, ou alors est-ce qu'il y a des disputes entre les parents à table, ou entre les parents et des autres enfants, etc. Donc ça, c'est la responsabilité des parents, nourrir. Okay? La responsabilité de l'enfant, c'est de manger. Okay? Donc l'enfant, lui, il va déterminer la quantité qu'il va manger et il va déterminer s'il veut manger ou pas. Ce n'est pas aux parents de déterminer la quantité ou si, oui ou non, l'enfant veut manger. Et si un enfant ne veut pas manger, ça ne sert à rien d'essayer de le forcer. Okay? Parce que si on va dans le chantage, la réprimande, etc., l'enfant va se braquer. Donc, si un enfant ne mange pas une fois un repas, eh bien, c'est pas grave, il va pas mourir. Okay? Les enfants ont cette physiologie, cette capacité à auto-réguler leurs besoins. Donc si de temps en temps il mange peu ou pas beaucoup, ou peu varié ou qu'il n'a pas faim, ça ne sert à rien de le forcer. C'est vraiment la responsabilité de l'enfant de savoir. Et là, une des stratégies que propose cette chercheuse, c'est de dire voilà, à table, c'est 20 minutes pour le repas. Si l'enfant ne veut pas manger ou mange très peu, on ne reste pas une heure. Au bout de 20 minutes, voilà, on enlève les aliments et on ne lui donne rien jusqu'au prochain repas. Hein, nous, on voit très souvent des parents, l'enfant, il ne veut pas manger le repas parce qu'il y a des trucs qu'il n'aime pas trop, notamment des légumes, par exemple. Et puis après, comme il n'a pas mangé, une heure après, les parents vont lui donner un truc sucré, vont lui donner un truc salé comme des chips ou des choses comme ça. Ne pas faire ça. Si l'enfant décide de ne pas manger ou de ne pas manger beaucoup et que vous avez l'impression qu'il devrait manger plus, qu'il ne veut pas plus, vous terminez le repas et vous ne donnez rien jusqu'au repas suivant. Très important. Okay? Ensuite, troisième conseil, c'est de surmonter ce qu'on appelle la néophobie. Okay? C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est tout à fait naturel pour les enfants qui sont jeunes de ne pas aimer la nouveauté. Okay? Donc, c'est quelque chose de normal. Et donc, c'est pas parce qu'on présente un aliment une fois ou deux fois ou trois fois et que l'enfant le refuse qu'il faut abandonner. Donc la première notion ici, pour surmonter cette néophobie, c'est de continuer régulièrement de présenter l'aliment à l'enfant. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, vous pouvez aussi changer la manière dont vous le cuisinez. Okay? Ça, c'est important. C'est-à-dire que si, par exemple, vous présentez des carottes et que l'enfant ne veut pas les manger, eh bien, vous pouvez, la fois suivante, les proposer, par exemple, sous forme de salade, la fois d'après, sous forme carrée, coupée en petits morceaux, etc. Donc, vous pouvez varier aussi la manière dont c'est présenté.
Une des autres manières qui est très importante, qui est très utile pour surmonter cette néophobie, c'est de faire participer l'enfant à la préparation du repas. Bien évidemment, dans ses propres compétences en fonction de l'âge, mais de le faire participer à la cuisine, hein, à cuisiner, à préparer le repas, eh bien, ça va l'impliquer beaucoup plus et ça va l'aider aussi à accepter un certain nombre de nouveaux aliments. Et puis la troisième stratégie pour surmonter cette néophobie, eh bien, c'est d'associer un aliment nouveau à un aliment que l'enfant. Mettons que cette fois l'enfant adore les carottes et que vous voulez introduire les petits pois et que vous avez vu qu'il est un peu réfractaire. Alors la fois d'après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre les petits pois avec les carottes, par exemple. Okay? Quatrième notion ici, ou conseil, c'est le Happy Meal. Okay? Alors quand on parle de Happy Meal, ça ne veut pas dire qu'il faut emmener votre enfant au McDonald's. Okay? Ce qu'on veut dire par Happy Meal, c'est en fait qu'il faut vraiment créer une ambiance particulière au niveau du repas. Ça doit être un moment sacré. Il faut se souvenir que les enfants, ils apprennent par imitation. Donc, si vous voyez que, par exemple, nous, on a eu des situations où, ben voilà, un parent mange ça, l'autre mange un peu différemment parce qu'il n'aime pas ce plat-là, ou alors si le grand frère ou la grande sœur refuse un plat, l'enfant va aussi potentiellement refuser ce plat par imitation. Donc ça, c'est vraiment important. Lorsque vous créez le repas, il faut vraiment, comme je l'ai dit, que ce soit un environnement sacré, que ça soit fait avec plaisir. On doit être dans une atmosphère, une ambiance de plaisir lorsque l'on mange. Et les moments des repas ne doivent absolument pas être utilisés pour des réprimandes, pour des menaces, pour des punitions, pour du chantage, pour de la coercition. Ce genre de choses ne fonctionne pas, ça ne fait que braquer. Donc il ne faut pas entrer en conflit avec l'enfant sur l'alimentation, ça va ne faire que péjorer les choses. Et donc, pour éviter d'entrer là-dedans, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appliquer les conseils que je vous propose. Et puis finalement, cinquième conseil, c'est si, malgré les 4 premiers, il y a toujours des difficultés, c'est de considérer les problèmes sous-jacents. Okay? Il se peut très bien que le fait que l'enfant soit un mangeur difficile, une des possibilités, c'est qu'il cherche à attirer l'attention pour une forme de mal-être psychologique. Ça peut être en réponse à une dynamique relationnelle qui n'est pas saine autour de la table. Donc ça peut être entre les parents, ça peut être entre les parents et des frères et sœurs, s'il y a des frères et sœurs. Il y a des études qui montrent que les enfants qui ont des problèmes comme le déficit d'attention, par exemple, ou l'hyperactivité, vont avoir tendance à avoir plus de ces problèmes. Ça peut être un signe aussi d'angoisse, voire même de dépression, selon les études. Donc, si malgré ces conseils, votre enfant continue d'avoir des problématiques, n'hésitez pas à consulter pour voir ce qui se cache derrière. Dans les problèmes sous-jacents, on trouve très souvent des problématiques de développement neurologique aussi chez ces enfants-là, notamment il peut y avoir des problèmes d'intégration sensorielle, c'est-à-dire que lorsque l'enfant il goûte un aliment ou il sent au niveau olfactif, eh bien, il peut avoir des problèmes d'intégration. Les odeurs peuvent être démultipliées ou alors elles peuvent être vraiment atténuées. Même chose pour le goût. Donc, ça veut dire que l'enfant va avoir des difficultés à gérer en fait les textures, les odeurs, et c'est ça qui peut l'amener à refuser des aliments. Une des choses que l'on voit aussi régulièrement, nous, c'est chez ces enfants qui ont ces problématiques de développement neurologique, ils ont des problèmes de régulation au niveau de leur système nerveux neurovégétatif, avec une suractivation du système sympathique et une détonification du système parasympathique, notamment du nerf vague, qui les amène aussi à avoir des problèmes à déglutir, à bien avaler. Donc, ils refusent ces aliments. Okay? Lorsqu'on a aussi ces retards de développement neurologique, notamment sur l'hémisphère droit, ça va aussi perturber l'intégration de l'olfaction et des odeurs. Donc, c'est toutes des choses qui vont créer cette problématique. Une autre problématique que l'on trouve aussi à considérer, c'est les carences en zinc, qui sont très fréquentes chez ces enfants. Le zinc, il est très important pour pouvoir bien développer un bon odorat et un bon sens du goût. Donc, s'il y a des carences en zinc, ça va favoriser ce genre de choses et l'enfant va commencer d'être plus difficile sur les aliments, de restreindre les aliments qu'il a envie de consommer. Et donc, ça donne un cercle vicieux après où il mange des aliments qui sont en général toujours plus orientés vers des pizzas, des pâtes, plutôt que des légumes ou des viandes, par exemple. Et donc, ça
perpétue, si vous voulez, ce cycle vicieux de carence sans qui se perpétue. Et puis le dernier élément à considérer, c'est les sensibilités alimentaires. Il y a certains aliments, notamment comme le gluten et la caséine, donc la protéine des produits laitiers, qui chez certains enfants, ils ont des difficultés à les digérer et ça va laisser des peptides morphiniques, c'est-à-dire qui ont une activité un peu comme la morphine. Ce sont des substances qui, quand elles sont mal digérées, eh bien, sont addictives. Et donc, les enfants, ils deviennent addicts, si vous voulez, presque drogués à ces substances et ils limitent les aliments qu'ils consomment parce que finalement, à chaque fois qu'ils mangent des pâtes, ils ont cette espèce de shoot, un peu comme un drogué qui prend sa coke. Et donc, ils se limitent à un certain nombre d'aliments simplement pour la réaction physiologique que ces aliments créent en eux. Donc voilà, 5 conseils. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez des questions. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Souvenez-vous d'ici là, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.